Je pense que vous allez comme avoir un petit j'accepte à faire. Et je vous partage mon écran. On va commencer la présentation. Ça ne sera pas très long. Voilà, voilà. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à notre activité Annonce du diagnostic en déficience intellectuelle et retard global de développement, lancement de nouveaux outils et guides. Cette activité est présentée par l'Office des personnes handicapées du Québec, notre partenaire pour la Semaine québécoise. Donc, à l'ordre du jour, mot de bienvenue, qui sommes-nous? Pourquoi faire des guides et outils d'annonce du diagnostic? Comment on a procédé, comment on a fait nos guides et outils? Ensuite, évidemment, présentation là, des guides et outils parce que c'est vraiment le clou là, de notre conférence. Et ensuite, on va prendre un bon moment là, pour discuter avec vous. Donc, bienvenue à cette activité qui est présentée dans le cadre de la 34e semaine québécoise de la déficience intellectuelle. On se disait, wow, quel moment parfait pour présenter nos nouveaux guides d'annonce du diagnostic. Et évidemment, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est présenté en collaboration avec l'Office des personnes handicapées du Québec. Alors, qui sommes-nous? Tout d'abord, l'Office, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Office des personnes handicapées du Québec est un organisme gouvernemental qui contribue à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Ils offrent aussi des services à la population. Donc, vous pouvez aller voir sur leur site Internet. Entre autres, ils ont des guides. Là, présentement, c'est la période des impôts. Il y a des guides qui peuvent aider les familles là, pour savoir quel crédit ou d'impôt ou en tout cas, tous les programmes qui peuvent les aider. Ils offrent aussi des services directs à la population. Je vous invite à visiter leur site web. Et nous, l'AISC, c'est très spécial cette année puisqu'on fête nos 60 ans d'existence. Alors, on a été fondé en 1961 dans la région de la capitale nationale et on a pour mission de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs proches. Puis à cette fin, on veille aux droits et intérêts, on participe à la création, on crée ou participe à la création de milieux de vie répondant à leurs besoins et on désire contribuer au développement d'une société bienveillante où les personnes y présentant une déficience intellectuelle y exercent leur pleine participation sociale. Donc, je vous fais une petite mise en contexte d'où ça vient cette idée-là de faire des guides. Alors, je me réfère un petit peu à mes notes, je ne veux pas en oublier. Nous, à la ESC, évidemment, on avait fait c'est pas la première fois qu'on fait des guides d'annonce du diagnostic. On avait fait un premier guide qui remonte à plusieurs années. Alors, c'était le comité parents-soutien qui avait fait un guide pour les parents qui apprennent le diagnostic de trisomie 21. Alors, on avait quand même cette riche expérience-là de notre guide, de vidéos d'appui qui venaient appuyer les guides. Mais c'était surtout dédié aux personnes vivant avec la trisomie 21. Alors, on s'est dit, on voudrait vraiment venir aider plus largement, vraiment aller pour couvrir toute la déficience intellectuelle. Alors, on s'est dit, il y a un besoin de ce côté-là. Les parents, quand ils apprennent le diagnostic, c'est souvent un choc, c'est souvent difficile. Alors, comment on pourrait mieux les accompagner? Alors, on a vraiment eu une superbe opportunité. Il y a un groupe de jeunes étudiants de l'Université du Québec de Trois-Rivières en psychoéducation qui est venu nous offrir leur aide pour développer un projet. Et puis, avec eux, on a commencé à parler de la conception d'un nouveau guide d'annonce du diagnostic. Évidemment, tout de suite, on a pensé à l'Office des personnes handicapées du Québec pour venir nous appuyer, nous soutenir financièrement pour réaliser un grand projet parce qu'on le sait, faire des guides, c'est quand même quelque chose qui prend du temps, des moyens, aussi des ressources. Alors, on a fait une demande à l'Office des personnes handicapées et on a eu le go et ils nous ont appuyés pour créer ces outils-là. Évidemment, on voulait faire
on sait qu'il y a la déficience intellectuelle, mais que le retard global de développement, c'est aussi quelque chose que les parents qui sont confrontés à un diagnostic de retard global de développement ont peu de ressources vers qui se tourner. Ils sont un peu laissés entre deux eaux. Ils n'ont pas un diagnostic précis là, comme l'ADI ou l'autisme. C'est vraiment comme, il n'y a pas d'association en retard global de développement. Alors, on s'est dit, on va aider ces familles-là aussi parce qu'on en reçoit la l'AISC, c'est des demandes qu'on a. Alors, on a vraiment voulu créer un guide aussi spécifiquement pour les parents d'enfants ayant un retard global de développement afin de les accompagner eux aussi dans cette annonce. Bien que ça soit un diagnostic temporaire, il entraîne aussi un choc aux parents qui le vivent, en plus de les laisser dans un état d'attente qui peut être difficile à supporter. Les besoins des parents, des enfants ayant un retard global de développement et de leurs parents ressemblent beaucoup à ceux dont l'enfant présente un diagnostic de déficience intellectuelle. Toutefois, des faits rapportés par les professionnels nous indiquaient que ces parents dont l'enfant présente un retard, mais qu'aucun diagnostic n'est posé, refusent de s'associer à la déficience intellectuelle. C'est pourquoi ils peuvent refuser des services d'un organisme parce que, évidemment, là, c'est porteur quand même juste le terme déficience intellectuelle. Des fois, ça peut aviver certains préjugés ou tout ça. Donc, c'est pourquoi nous pensons qu'un guide entièrement dédié à cette clientèle serait d'une grande aide pour les familles. Le contenu des deux guides, évidemment, il va être similaire, mais il va y avoir des adaptations pour le retard global de développement. Les parents à qui on annonce le diagnostic ou les résultats d'évaluation de leur enfant vivent un choc. Ils passent à travers un tourbillon d'émotions, même au sein du couple, il peut y avoir des tensions et des difficultés vécues. En accompagnant ces parents, nous leur offrons un appui solide pour les aider à prendre une place dans la vie de leur enfant, soit celle d'un guide qui les aide à développer leur plein potentiel, en plus de favoriser un aspect incontournable qui va favoriser leur participation sociale et l'inclusion de l'enfant à sa communauté. Donc, on le sait, hein, l'annonce du diagnostic, c'est le début d'une nouvelle réalité pour le parent. Puis, de la façon dont ils vont le recevoir, ça va avoir une influence sur le reste de leur vie. C'est pourquoi c'est important de tenir compte de cette nouvelle réalité lorsqu'on annonce le diagnostic et ou la transmission de résultats d'évaluation afin que le parent puisse réaliser que cette annonce n'est pas une fatalité et que son enfant possède bel et bien des capacités et des forces à développer. Donc, évidemment, on a fait beaucoup de recherches, on vous le montrera plus tard, mais dans le guide d'intervention précoce auprès des enfants présentant un retard global de développement élaboré par la Fédération québécoise des centres de réadaptation en 2015, l'apprentissage débute dès la petite enfance et est grandement influencé par la relation avec les parents. En misant sur une bonne relation et une bonne perception des parents, de leur enfant, notre guide favorisera cet apprentissage et la participation sociale de ces personnes en inspirant les parents en ce sens. Donc, avec ces guides, nous souhaitons brosser un portrait positif, mais réaliste de la déficience intellectuelle afin de briser les préjugés envers les personnes et favoriser une réelle inclusion de ces personnes dans la société, ne nous limitant pas à l'inclusion physique. Considérant que les outils seront construits à partir de principes universels qui visent la participation sociale des personnes, quel que soit leur âge. Les guides pourront être utilisés dans d'autres régions du Québec et ailleurs. Dans un souci écologique, les guides seront disponibles aussi en ligne via le site web de l'AISC. Toutefois, considérant que certains parents n'ont pas accès à une imprimante ni même à un ordinateur, nous avons fait une version imprimée afin de pouvoir distribuer les guides à ses parents et faire en sorte que les professionnels puissent immédiatement leur remettre lors de l'annonce du diagnostic ou de résultats d'évaluation. La fiche destinée aux professionnels de la santé sera elle aussi en ligne en version papier plastifiée pour en faire et en version papier plastifié pour en faire un aide-mémoire à utiliser dans leur pratique.
Alors, c'est de très beaux outils qu'on a hâte de vous montrer. Une enquête de l'alphabétisation des Québécois publiée par l'Institut de la statistique du Québec démontre que près du tiers des Québécois ne possèdent pas le niveau de littératie suffisant à la bonne compréhension de sa lecture. Nos guides ont donc été conçus avec cette préoccupation d'accessibilité en s'entourant de précieux conseillers. Nous avons également choisi l'écriture inclusive afin de respecter la grande diversité des familles, des genres et des différents savoirs. Afin d'optimiser le contenu de ces deux guides et pour améliorer l'annonce de diagnostic de résultats faite aux parents, comme je disais tout à l'heure, il y a une fiche qui a été faite à l'intention des professionnels. Puis évidemment, c'est synthétisé puis approprié au langage des professionnels. Puis on va y trouver une sensibilisation au vécu des parents, des conseils pour l'annonce du diagnostic et la transmission des résultats d'évaluation. Donc, éventuellement, il y a une formation qui va être déposée en ligne. Alors, quand que ça sera fait, évidemment, on va vous informer. Donc, pourquoi faire des guides d'annonce du diagnostic? Alors, évidemment, pour accompagner et soutenir avec bienveillance les parents lors de l'annonce, pour viser la participation et l'inclusion sociale des enfants, mais aussi des parents, parce que les parents, ils peuvent avoir une tendance à s'isoler après, à se comparer beaucoup aux autres. Alors, ce qu'on veut vraiment, c'est leur redonner confiance, les informer évidemment sur les services, les ressources, les droits, normaliser les émotions qui sont vécues lors de l'annonce, parce qu'on le sait, ça peut être envahissant. Ensuite, évidemment, on veut outiller les parents, mais aussi les intervenants et professionnels, parce que c'est ce que vous nous avez dit dans nos sondages, dans nos groupes de discussion. On veut promouvoir le développement de l'autodétermination, favoriser cette relation-là qui est si importante du parent avec son enfant, qui va être un facteur de protection pour l'enfant, et puis encourager le développement du plein potentiel. Comment on fait maintenant ces guides-là? Évidemment, nous, c'est notre méthode. On s'est inspiré aussi de ce qui se fait à l'INES, ce qui se fait ailleurs dans le domaine de la recherche, parce qu'on est un organisme qui est très près du milieu de la recherche. Alors, on a bénéficié de cette expérience-là là, pour construire notre méthode pour construire le guide. Alors, on s'est entouré de l'expertise complémentaire des membres d'un comité conseil, que je vais vous nommer tout à l'heure d'ailleurs, qui proviennent de différents horizons, autant des... en fait, je peux tout de suite le dire, autant des experts de vécu que des professionnels du milieu, des consultants aussi en littératie, pour l'interculturel. Alors, on a vraiment former une super équipe, évidemment connaître les besoins des parties prenantes, puis faire l'inventaire aussi de ce qui existe déjà, parce qu'il y en existe beaucoup de guides. Alors, on s'est rendu compte que notre guide allait peut-être être complémentaire à ceux déjà existants. Alors, les gens, s'ils veulent un guide plus précis sur un syndrome en particulier, pourront quand même aller consulter un autre guide. Là. On va aller tout le monde dans le même sens, c'est certain. Croire avoir des valeurs communes et des missions communes. Alors, je pense que l'Office des personnes handicapées et l'AISC ont beaucoup de valeurs communes, l'autodétermination, le respect, l'écoute. Alors, on est vraiment main dans la main ensemble, établir des partenariats forts et profitables pour tous. Donc, on a nommé l'OPHQ, mais on a aussi la chaire autodétermination et handicap, l'Université Laval, on a des chercheurs qui proviennent de là. Alors, on a vraiment... plus on est fort ensemble. Hein? On met nos savoirs en commun, puis on est capable d'aller plus loin. On s'est appuyé évidemment sur la recherche, mais aussi sur les savoirs de nos experts de vécu, des intervenants, des professionnels. Puis, on a validé aussi à chaque étape du projet. On retournait toujours voir notre comité conseil, on faisait des sondages pour voir si on était dans le bon alignement. Alors, c'est vraiment ce qui a guidé là, notre travail. Donc, on passe à la prochaine. J'en profite dès maintenant pour remercier tout le monde qui a participé à notre super beau projet parce qu'on va être certain de ne pas les oublier. Donc, à la direction du projet,
je ne me suis pas présentée d'ailleurs. Je m'appelle Julie Bergeron, je suis conseillère en communication et développement à la ESC et j'ai co-dirigé le projet avec ma collègue. Peut-être que ma collègue pourrait prendre le micro pour se présenter. Oui, donc Ariane Deveau, je suis la conseillère au soutien aux personnes et aux familles de l'association et avec Julie, j'ai effectivement co-dirigé le projet. C'est moi qui est un peu l'intervenante finalement au sein de l'AIS, donc le contact avec les personnes, avec les familles directement. Et c'est entre autres de cette façon-là qu'on avait reçu quelques petits besoins là, de la part de familles et de professionnels qui auraient bien aimé avoir ce genre d'outils-là. Fait que collaboration avec plein de gens a donné le résultat d'aujourd'hui. Je te repasse le micro, Julie. Merci, Ariane. Notre rédacteur révision linguistique, Nathaël Molaison, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Nathaël. Révision de contenu, on a demandé référé par Madame Fanny Leblanc, qui est aussi la rédactrice de la fiche. On a été mis en contact avec Madame Lucienne Martins Borges, je ne sais pas si je dis bien son nom, professeure titulaire à l'École de travail social et criminologie de l'Université Laval et aussi spécialiste dans le domaine de l'interculturel. Madame Josée Arsenault d'Atoulir pour tout ce qui est accessibilité au niveau de la littératie et tout ça. Le graphisme Bleu Outre-mer et les membres de notre précieux comité conseil, Madame Caroline Simon, enseignante en adaptation scolaire à l'École de la Mosaïque. Je vous salue. Madame Geneviève Côté, ergothérapeute au programme de développement de l'enfant du CIUS de la capitale nationale. Madame Lucie Aymon, psychologue et expert de vécu aussi, parent. Madame Marie-Lie Houd, experte de vécu. Bonjour Marie-Lie, je ne sais pas si tu es avec nous aujourd'hui. Fernande Lacroix, parent, expert de vécu. Fanny Leblanc, rédactrice de la fiche pour le personnel professionnel. Nathaël, on l'a nommé un petit peu plus haut. Sarah Pellerin, coordonnatrice de la Charte Autodétermination et Handicap. Alors, bonjour Sarah, il me semble qu'elle était supposée d'être parmi nous. Et Véronique Pratt, parent et expert de vécu également. Alors, on remercie l'Office des personnes handicapées du Québec pour leur soutien financier pour réaliser ce guide-là, ainsi que les étudiants qui étaient venus nous voir initialement. Alors, M. Vincent Gaudreau, qui est maintenant rendu collègue à la ISC. Bonjour Vincent. Et c'est camarades, si je peux dire, de classe à l'époque, Michael Moore, Marie-Philippe Lagueux et Brigitte Dorval pour leur contribution au projet. Donc, je vais aller très, très vite. Dans nos sondages et groupes de discussion, pour votre information, on a fait 2 groupes de discussion au début, un groupe de parents, un groupe d'intervenants pour bien connaître les besoins dès le début du projet. On a fait 4 sondages de validation en ligne pendant le projet et ultérieurement, quand on va vraiment commencer la distribution des guides, on va faire 2 sondages d'appréciation en ligne aussi là, pour les parents et les professionnels qui vont utiliser les guides. Au fil de nos discussions, évidemment, on a eu des témoignages inspirants. On voulait juste prendre quelques petits instants pour vous en amener quelques-uns. Donc, un parent qui a témoigné que c'était surprenant jusqu'où notre enfant peut aller. Un autre parent qui témoignait que quand il avait compris qu'il devait se centrer sur les besoins de son enfant et non ses attentes à elle, ça s'est vraiment mieux passé. Quelqu'un qui témoigne aussi de la bonne relation frère-sœur qui s'apportent mutuellement. Ensuite, des gens qui ont souvent le témoignage « Ah, tu sais, t'as vraiment tout donné, je ne sais pas comment tu aurais pu, mais en fait, peu importe que son enfant ait eu un diagnostic ou non, elle l'aurait aimé, élevé puis accompagné de la meilleure façon possible parce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants. » Et un intervenant que malgré le fait qui apporte la citation, que malgré le fait que ton enfant est relié à un tel ou tel diagnostic ou tel syndrome ou particularité, ton enfant va quand même avoir une personnalité, des intérêts. Il n'y a aucun enfant de pareil. Donc, maintenant, on est rendu à la période de la présentation des guides et je vais passer la parole à ma collègue Ariane. Alors, je cesse mon partage d'écran et je laisse ma collègue le faire.
Merci beaucoup, Julie. Donc, c'est mon tour de partager mon écran. Il faut juste que je trouve ici. Et voilà. Donc, Julie, peux-tu me confirmer que c'est bel et bien le guide DI? Parfait, merci. Ce que je vais faire, c'est qu'en premier lieu, je vais vous présenter le guide pour le diagnostic de déficience intellectuelle et par la suite, je vous présenterai les différences qu'il y a avec le guide en retard global de développement parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu qui est similaire, entre autres, dans tout ce qui est vivre les émotions, gestion des émotions, les ressources et tout, mais il y a quand même quelques petites différences, fait que je les passerai après ça, là, une après l'autre, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. La version que je vous présente en ce moment, c'est la version virtuelle, donc électronique, qui est un PDF cliquable, donc avec la table des matières, où on peut aller vraiment sélectionner en cliquant là, sur quelle section on préfère aller lire. Donc, ce début, avec les remerciements là, que Julie nous a montré un petit peu plus tôt. Table des matières. Donc, on commence avec un peu des grandes lignes, parler un peu plus de façon générale, c'est quoi la déficience intellectuelle, ça sert à quoi d'avoir un diagnostic, donc quel rôle ça fait, ça vient d'où la déficience intellectuelle, les mythes qui sont associés à ça aussi, quelques mots-clés ainsi que des cycles et des abréviations qu'on a insérés dans le guide parce que, bon, c'est beaucoup des termes qui reviennent, oui, dans notre guide, mais que les parents vont entendre et voir tout au long des suivis de leur enfant. Et après chaque section, vous remarquerez qu'il y a la section en quelques mots qui se trouve à être un résumé tout simplement de la section. Les guides sont aussi parsemés, si je peux dire ça comme ça, de petites sections pensez-y qui sont un peu des... le titre le dit bien, des pensez-y bien, des petits éléments à garder en tête là, au courant de la lecture. Alors, on commence avec le début de l'histoire, bien évidemment, donc le guide de l'annonce du diagnostic de DI, donc avec une petite introduction là, en la matière et qui explique là, un peu plus précisément chaque section. Et chaque section est divisée en couleurs pour faciliter la lecture et la navigation à travers le document. Donc, on commence avec les fameuses grandes lignes. Donc, qu'est-ce que la déficience intellectuelle? Qu'est-ce que quelques points là, de précision par rapport à ça? Les éléments un peu plus précis là, de diagnostic, donc les critères associés à ça. Donc, entre autres, les limitations du fonctionnement intellectuel, du comportement adaptatif et des habiletés conceptuelles et sociales. Et évidemment, le fait que le diagnostic est posé durant l'âge développemental, donc avant 18 ans. Quelques petites informations à ce niveau-là. Ensuite, le rôle du diagnostic et d'où ça vient. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de réponse précise associée à ça, mais ça donne quand même une idée qu'il y a toutes sortes de provenances, toutes sortes de syndromes, toutes sortes de causes qui peuvent finalement causer la déficience intellectuelle. Et donc, c'était le pensez-y, vous l'avez ici, un exemple de pensez-y. On dira d'une personne qu'elle vit, qu'elle présente ou qu'elle a une déficience intellectuelle et non qu'elle est déficiente. Donc, les pensez-y, c'est un peu ça, c'est des petits éléments à garder en tête là, pour évidemment favoriser la participation sociale et l'inclusion, mais aussi des fois pour justement éviter peut-être d'utiliser des mauvais termes ou des choses comme ça. On sait que, bon, il y a de cela de nombreuses années, les gens qui avaient une déficience intellectuelle étaient effectivement décrits comme étant déficients, retardés, attardés, des choses comme ça. On a évolué, bien évidemment, c'est pas ça la réalité, donc un petit pensez-y ici. Les mythes qui sont associés à la déficience intellectuelle. On en a ciblé 3 principaux. Bien évidemment, il y en a peut-être plus que ça, mais le fait que c'est une maladie mentale, c'est un mythe qui est quand même assez répandu. Le fait qu'un adulte qui a une déficience intellectuelle, c'est un enfant dans un corps d'adulte, ou encore que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ne sont pas conscients de leur état. Donc, c'est bien évidemment faux, tous ces éléments-là, et on précise là, un peu le pourquoi c'est faux.
les fameux mots-clés dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, c'est vraiment des éléments, des descriptions de termes qu'on utilise beaucoup dans notre guide. C'est aussi des mots que les parents vont entendre pratiquement tout au long de leur vie. Donc, le diagnostic, le fameux développement, l'autodétermination, c'est quoi ça? L'inclusion sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une petite description là, pour les aider en ce sens-là. Même chose ici, donc plan d'intervention, plan de service individualisé. Donc, c'est quoi la différence entre tout ça? Le fameux quotient intellectuel, c'est quoi? Qu'est-ce que ce concept-là vient faire dans le diagnostic? Ça implique quoi? Et la stimulation précoce aussi, bien évidemment. Ensuite, les fameux sigles et abréviations, parce que c'est quelque chose qui nous avait été rapporté par beaucoup de personnes, que des fois, ce n'est pas évident de savoir d'où ça vient. Quand on est dans le milieu, entre intervenants, on vient qu'on est habitué, on parle de l'INES, on parle de l'OPHQ, du CRDI, mais les personnes elles-mêmes ou encore les parents ne sont pas nécessairement au courant de c'est quoi ça le CRDI, c'est quoi le CIUS, ça veut dire quoi tous ces mots-là. Donc là, à ce moment-là, disons une petite définition un peu plus précise là, de qu'est-ce qu'on veut dire par là, et le résumé de cette dernière section. Ensuite, on rentre dans une section un peu plus délicate, j'ai le goût de la décrire comme ça, le côté émotif. Donc, comme Julie l'a dit un peu plus précédemment, de recevoir l'annonce du diagnostic comme quoi son enfant a une déficience intellectuelle, ça peut amener un certain choc. C'est les parents, des fois c'est la colère, des fois c'est la peine, des fois c'est on est tout simplement figé, on ne sait pas trop comment réagir. Donc, dans cette section-là, on normalise toutes ces émotions-là. C'est beaucoup quelque chose qui nous avait été rapporté par les parents, là, justement, que des fois, la façon que ça avait été annoncé, c'est comme s'il n'y avait pas de place nécessairement à vivre ces émotions-là, la culpabilité, des fois même, qui est associée à ça. Donc, cette section-là est vraiment pour apprivoiser tout ça, de normaliser tout ça et de donner des petits trucs, justement, pour que ça se vive un peu plus facilement. Entre autres, là, si le parent est en couple ou a des proches, donc de le partager avec les autres, de ne pas garder toute cette charge-là pour elle-même ou pour lui-même. Prendre du recul, donc même chose, encore une fois, les fameux trucs. On a mis en évidence le « vous n'êtes pas seul », c'est quelque chose qui avait été nommé, entre autres, presque en fin de projet, là, on l'a ajouté parce qu'effectivement, des fois, les parents peuvent avoir tendance à se dire « c'est mon enfant, c'est ma responsabilité, c'est moi qui dois m'en occuper ». Oui, effectivement, c'est la responsabilité des parents, mais il y a beaucoup d'aide qui peut être offerte, il y a beaucoup d'accompagnement qui peut être offert aussi. Donc, les parents ne sont pas seuls dans tout ça. C'est très important de ne pas l'oublier. Donc, on a la petite personne qui nous le rappelle, bien évidemment, dans le guide. On a mis une petite section un peu plus technique en termes de ressources. Donc, quand rien ne va plus finalement, quand malgré tous les outils et toutes les tentatives de mieux aller, que ça ne fonctionne pas, qu'on a besoin vraiment d'un arrêt d'agir finalement, d'une vraie pause, quelques ressources un peu plus spécialisées en termes de gestion de crise, en termes de support, là, donc entre autres le Centre de prévention du suicide, le Centre de crise et l'Ordre des psychologues du Québec, là, qui peut avoir la liste des professionnels en psychologie là, pour pouvoir consulter à ce niveau-là. On a aussi mis une petite section sur le deuil de l'enfant parfait. C'est entre autres quelque chose qui était revenu beaucoup là, dans nos consultations, dans nos sondages, que bon, chaque parent en devenir a une image parfaite de l'enfant selon ses propres idées, selon ses propres désirs. Puis, bon, tout le monde sait que peu importe que ce soit par rapport à un enfant, par rapport à un emploi, quand on se fait une idée sur quelque chose, ce n'est pas nécessairement ce qui va se passer dans la réalité. Donc, on aborde cet aspect-là au niveau de l'annonce du diagnostic. Donc, de faire le deuil de cet enfant parfait-là, entre guillemets, mais qu'en fait,
il n'existe pas vraiment l'enfant idéal, l'enfant parfait. L'enfant qu'on a en tant que parent reste le petit bout de personne parfait pour nous-mêmes. Donc, d'essayer d'accepter ça, ses forces, ses limites, puis de le voir comme une personne à part entière, là, avec tous ces petits éléments de cette personnalité-là. Au niveau de l'environnement, donc, tout ce qui est entourage de la personne, des parents, cet aspect, cette section-là parle vraiment de ça, donc justement de ne pas, en tant que parent, prendre la charge entièrement sur une seule personne, donc d'en parler avec les proches, d'avertir la famille, d'en parler avec la famille, tu sais, pour essayer parce que des fois, les membres de la famille, les parents deviennent très habitués et connaissent leur enfant et tout va bien, mais les membres de la famille, parfois, peuvent avoir certaines craintes par manque d'information, par peur, bon, il peut y avoir plein de raisons, mais bon, ça fait que des fois, ils peuvent avoir un certain malaise ou certaines craintes par rapport à l'enfant lui-même. Donc, cette session-là aborde un peu comment justement gérer cette partie-là de la vie qui sont l'environnement et les proches. Entre autres, là, comment bien entretenir sa vie sociale, comment en parler avec les proches, avec la fratrie, avec la famille. On aborde tout ça dans la communauté, comment aussi gérer les voisins et la communauté quand on va avec l'enfant ou la personne là, pour bien se préparer. Et on a une petite section aussi sur comment gérer, comment dealer, je vais utiliser l'anglicisme, avec les perceptions négatives, parce que bon, on le sait, à l'AIS, qu'on essaye de faire une grande vague de sensibilisation par rapport à la déficience intellectuelle, que c'est pas, mon Dieu, une bête noire, qu'il ne faut pas s'approcher, que ce n'est pas quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire et de spécial. C'est des gens comme vous et moi, c'est des parents, c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des enfants, c'est des athlètes, Mélanie qui nous en parlait tantôt. Donc, c'est tout ça. Mais malheureusement, la population générale, tout le monde n'est pas nécessairement au courant de ça. Donc, on parle un peu de comment gérer ces fameuses perceptions négatives-là et finalement, comment créer aussi un milieu sécuritaire, mais surtout bienveillant aussi pour ces personnes-là, pour favoriser leur inclusion sociale, leur autodétermination, entre autres par la présomption de compétence. Donc, de pas se dire « Ah ben mon enfant ne sera pas capable de faire telle chose », mais plutôt de se dire « Ben, il est capable de faire telle chose ». Donc, de focusser un peu plus là-dessus. Avec le petit résumé. Section Votre enfant, on parle un peu plus du développement, si on peut dire comme ça. Donc, les premières années de la vie, comment ça se présente, à quoi on peut penser, l'école, la garderie. Donc, à cet âge-là, c'est important, les routines, des choses comme ça. Même chose pour l'adolescence et l'âge adulte. La section « Comment ça marche », on y va plus de façon technique sur quelque chose qui est parfois très mystérieux pour les parents, surtout quand c'est la première fois. Les fameuses évaluations, les fameuses annonces de résultats. Donc, on sait que les enfants qui ont une déficience intellectuelle passent par une panoplie d'évaluations, que ce soit pour faire des plans d'intervention ou établir des diagnostics ou des choses comme ça. Donc, dans cette section-là, on précise un peu plus c'est quoi ces évaluations-là, entre autres aussi, c'est quoi le rôle des spécialistes qui sont beaucoup associés souvent aux enfants qui ont une déficience intellectuelle. Donc, le médecin, le généticien, les orthophonistes, les ergothérapeutes, etc., les travailleurs sociaux. C'est quoi leur rôle dans tout ça? Et une petite section aussi sur les finances. Donc, on sait que les parents qui ont un enfant qui vit avec des besoins particuliers ont souvent plus de dépenses, plus de besoins en termes de finances. On a quelques références ici. Oui, Julie, tu as levé la main, c'est parce que je ne vais pas assez vite. Hein? Oui, non, je voulais juste amener un petit point, Ariane, tu as la version interactive, donc ça veut dire que si on va sur le lien, c'est cliquable. Oui. Les liens qui sont dans le document, là, on ne le fera pas pour ne pas perdre le fil d'Ariane, là, mais c'est vraiment important, ça. Fait que les parents qui vont l'avoir vont pouvoir tout de suite avoir un lien au lieu d'après aller taper dans le moteur de recherche. Donc, tous les liens sont cliquables dans le document.
Oui, effectivement, Julie, merci de la précision. Puis, pour ce qui est des versions papier, mais il y a quand même les références là, qui vont être disponibles, donc les parents vont pouvoir quand même trouver l'information rapidement. Même chose au plan de la santé et services sociaux, quelques informations là-dessus. Protection des droits, je trouvais que c'est important d'avoir une section à ce niveau-là parce que les parents, parfois, ne sont pas nécessairement au courant que, justement, ils ont des recours, il y a des choses qu'ils peuvent accepter ou refuser. Donc, on parle un peu de cette section-là. Et finalement, le répit et les loisirs. Le répit, c'est vraiment quelque chose de très important. On sait que les parents qui ont un enfant qui vit avec une déficience intellectuelle ou des besoins particuliers ont une charge parentale beaucoup plus élevée que les parents d'enfants dits neurotypiques. Et ça fait que cette charge-là, avec tout ce qui est à penser à côté aussi, en plus des soins même à l'enfant, ça peut amener une fatigue. Donc, le répit devient quelque chose de très, très important pour eux. Même chose au plan des loisirs. Donc, il y a des loisirs qui peuvent être adaptés, des choses comme ça pour une meilleure accessibilité. Et finalement, la dernière section, c'est vraiment des ressources sur à peu près tout ce qu'on a abordé dans le guide, donc autant au niveau des associations, évidemment nous-mêmes et la SQDI là, en termes de déficience intellectuelle. On parle de l'accompagnateur aussi, qui, si vous ne connaissez pas l'accompagnateur, c'est un must pour tout parent ou tout intervenant dans le milieu de la santé et des services sociaux. C'est vraiment une plateforme qui regroupe un tas de ressources, une grande quantité de ressources pour les parents d'enfants qui ont un handicap, et c'est pour tout. Donc, autant finances, événements, activités, défense de droits, ça englobe vraiment tout. On a aussi des ressources financement au niveau des milieux de garde, milieux scolaires, la protection des droits, etc. Donc, vraiment beaucoup de ressources. Et en conclusion, une petite conclusion, somme toute, de ce guide-là. Et on finit avec la fameuse bibliographie qui est sommaire, mais somme toute qui nous a permis d'aller chercher des informations pour construire le guide. Et pour la version papier, qui va peut-être être un peu plus pratique, on a une section notes. On sait que des fois, ça peut être un peu pratique de juste griffer quelques petites informations là, au passage. Pour ce qui est du guide sur le retard global de développement, comme je le disais un peu plus tôt, c'est sensiblement la même information. Il y a juste quelques petits éléments là, qui changent, bien évidemment, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je vais sauter à ces éléments-là parce que, je ne veux pas, le temps passe, puis je pense que j'ai trop parlé. Évidemment, la section, les grandes lignes, là, le début, donc expliquer qu'est-ce que le retard global de développement, aussi la section pourquoi l'identifier si tôt est différente. On n'a pas cette section-là dans le guide DI parce que, pour le RGD, on précise aussi que ce n'est pas un diagnostic en soi, que c'est comme une situation qui est temporaire. On va utiliser le terme diagnostic pour généraliser et faciliter comment on en parle, mais que ce n'est pas quelque chose qui va rester, là, qui va perdurer comme le diagnostic de déficience intellectuelle. C'est vraiment en transition pour mieux évaluer ce qui s'en vient. Les mythes, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. Et un petit peu, je m'en vais à la page ici. Attendez un petit peu, excusez-moi. On a précisé justement ici, là, au niveau du diagnostic, comme quoi le RGD n'est pas un diagnostic en soi. Donc, simplement pour que les parents gardent cela en tête. Ensuite, attention, les yeux. Je vais monter à la table des matières. Je me rends à la page 18. En fait, à la page... au niveau de la DI, on ajoutait, entre autres, avec la fratrie, comme truc, quelques livres qui sont adressés aux enfants qui parlent de la déficience intellectuelle, des livres jeunesse là, qui peuvent être intéressants. Bien évidemment, on n'a pas indiqué ça dans la partie RGD puisque ça ne les concerne pas. Ensuite, excusez-moi les yeux.
Oui, donc cette section-là, la différence majeure, c'est qu'on parle de stimulation précoce, qui est très importante aussi pour les enfants qui ont un retard global de développement. Donc, on explique un peu c'est quoi, puis à quoi ça sert, le pourquoi, là, finalement, qu'on va parler de stimulation précoce. Même chose au niveau de l'école, de la garderie. Bien évidemment, on a arrêté en termes d'histoire de vie, là, de développement pour le RGD, puisque en général, le diagnostic, justement, va se poser un peu plus tard dans l'enfance, mais on ne se rend pas à l'étape d'adolescence ou d'âge adulte là, avec un retard global de développement. Habituellement, les enfants vont recevoir un diagnostic là, au niveau du primaire là, lorsqu'ils sont à l'école. Ensuite, on se rend donc, c'est ça. En fait, cette section-là, c'est ce qui termine les différences avec le diagnostic de RGD, puisque, bon, il n'y a pas de section adulte non plus. Et, bien évidemment, les pensées-y et en quelques mots, changent pour s'adapter en fonction du contenu qui a été nommé là, dans les précédentes sections. Donc, ça fait le tour des deux guides. Julie, je te repasse la parole pour la fiche aux professionnels. Parfait. On va aller très rapidement sur la fiche. Donc, vous voyez mon écran ici. On va voir la fiche. Je vais l'agrandir un petit instant. Ici, on va aller... Bon, 75. Donc, évidemment, notre fiche à l'intention des professionnels est basée sur la recherche. Hein. Il y a eu la chaire autodétermination et handicap qui a fait des revues de littérature pour nous sortir des recherches ou des documents ou des articles qui avaient été faits là-dessus. Donc, ça s'appuie vraiment sur des données qu'on a eues. Et puis, il s'agit de recommandations générales. Le ou la spécialiste doit également user de son jugement clinique. Donc, vraiment, au tout début, comment mettre la table pour faire une annonce de diagnostic. Donc, la bienveillance, être disponible, offrir assez de temps aux parents, l'écoute, leur offrir aussi de l'intimité, un endroit où ils vont pouvoir être entre eux après l'annonce. Toujours offrir d'être accompagné. Si la personne est monoparentale, ça peut être un cousin, un ami, peu importe, quelqu'un qui va pouvoir soutenir la personne lors de cette annonce-là. Rester vraiment le plus simple possible, utiliser des termes simples et vulgarisés. Le fait de remettre un document écrit aussi, c'est très aidant. Offrir du soutien psychosocial. On parle aussi de l'annonce prénatale du diagnostic parce que ça peut arriver aussi. Donc, on suggère, selon la recherche, évidemment, c'est d'être impartial et proposer tous les choix possibles suite à l'annonce du diagnostic, puis être conscient de ses biais pour éviter d'influencer le parent, parler des côtés diagnostiques, des côtés positifs, du diagnostic. Donc, mais on s'en tient à nommer les faits. On va être prudent sur qu'est-ce qui pourra arriver plus tard. Il n'y a personne qui a de boule de cristal. Ça, c'est bien important. Et puis, évidemment, suggérer les ressources à la personne afin qu'elle soit accompagnée. Dans une annonce postnatale, on va parler des services qui sont offerts dans la communauté. Et ensuite, on va évidemment exprimer le diagnostic de manière à ce que les parents vont reconnaître leur enfant. Pas que c'est comme tout d'un coup, il devient inconnu. Ben non, tu sais, Paul va rester Paul. C'est juste que là, maintenant, il y a peut-être un diagnostic qui va l'aider à obtenir des services, puis qu'on va pouvoir vraiment mieux répondre à ses besoins. Mentionner les forces de l'enfant, c'est très important. Et puis, de voir à répondre aussi aux besoins sous-entendus. Des fois, les parents vont dire ouais, ben est-ce qu'il va être capable de marcher? En fait, la question sous-entendue, c'est j'aimerais savoir au niveau de l'autonomie comment ça va se présenter plus tard. Fait que, tu sais,
à être un petit peu à l'affût là, de ces questions-là des parents. Puis évidemment, dans les pratiques à proscrire, faire l'annonce en présence d'autres personnes sinon désirées, là, ça, c'est vraiment, on ne fait pas ça. On ne donne pas aussi l'annonce au téléphone, c'est très impersonnel. Et puis, éviter de donner notre opinion individuelle sur ce qui est le mieux à faire, essayer vraiment de rester objectif et ne pas sous-estimer l'impact que la nouvelle peut avoir sur les parents. Pour ce qui est de l'annonce des résultats d'évaluation, on s'est penché là-dessus parce que c'était très important, c'était nommer des parents. Oui, il y a un premier choc à l'annonce du diagnostic, mais à chaque fois que le parent va subir des évaluations avec son enfant, puis que cette annonce-là des résultats, ça aussi, c'est porteur, ça a un impact sur le parent. Alors, ici, on vient vraiment comme aider le professionnel en lui ramenant quelques points importants. Donc, ici, on vient dire les éléments à favoriser pour avoir une bonne collaboration avec le parent. Donc, établir un climat de confiance, la détermination de buts communs, l'attitude positive, l'absence de blâme, le partage et la définition des rôles et responsabilités de chacun. Tu sais, quand on sait à quoi s'attendre, ça va toujours mieux dans une relation à deux parce que c'est ça, c'est une relation aussi, les professionnels avec les parents. Et puis, aussi, on conseille aux professionnels de s'entourer de collègues, d'autres professionnels s'ils ont de la difficulté à faire les évaluations, à transmettre l'annonce ou des résultats d'évaluation ou tout ça. Et puis, évidemment, là, on vient donner des points là, sur lesquels s'appuyer aussi, reconnaître l'expertise des parents, les impliquer dans la démarche, l'esprit collaboratif, offrir aux parents d'être accompagnés, encore une fois, donner de l'information claire, pertinente, prévoir du temps, s'assurer de la compréhension aussi du parent. Alors, c'est pour ça qu'un résumé écrit, ça peut être aidant. Tu sais, on a discuté de vive voix, mais des fois, une petite feuille là, des principaux points qu'on a parlé, ça peut être aidant. Répondre aux préoccupations et aux inquiétudes. Éviter de comparer l'enfant aux autres, tu sais, le comparer à lui-même sur la base de ses progrès, de ses forces, ça va toujours être mieux. Miser sur les forces présentes chez l'enfant, chez la famille, mais dans son entourage aussi. Parfois, impliquer grand-maman, les tantes, les oncles, les cousins, ça peut vraiment être profitable. Et puis, permettre, lorsque c'est possible, lorsque le jeune est peut-être un peu plus grand, la participation du jeune dans les prises de décision. Et puis, c'est toujours renvoyer aux ressources offertes dans la communauté, puis offrir, si possible, un suivi flexible et rester disponible pour les parents. Des fois, les professionnels avaient l'impression que ça va être tannant si je leur donne mon adresse courriel, ils vont se mettre à m'écrire tout le temps. Mais le fait est que les parents, peut-être qu'après, ils vont avoir une ou deux questions, puis ensuite, ils vont juste savoir que ça va être rassurant pour eux d'avoir un professionnel qui est disponible pour eux. Alors, évidemment, ici, on a toutes nos références, puis cet outil-là, il est plastifié, puis il va être offert en ligne aussi, mais en copie papier, comme pour un guide un peu pour quand on a à faire ce type d'annonce-là. Alors, on est maintenant rendu à la période de questions, de commentaires. Vous avez juste à lever la main. Puis ici, on a beaucoup là, de précieuses personnes qui étaient sur notre comité conseil dans la salle. Alors, ça se peut qu'on fasse appel à nos conseillers experts pour répondre aux questions si nous, on a plus ou moins la réponse. Parce que c'est un travail d'équipe. Ces beaux guides-là, cette fiche-là, on l'a fait ensemble. Puis, justement, on s'est inspiré aussi des guides qui ont été faits ailleurs. Donc, puis on en fait aussi la référence là, dans nos guides, les autres organismes. Je pense à la SQDI, la RT21. C'est vraiment des beaux organismes qui peuvent offrir du soutien aux enfants. Alors, je suis prête pour la prise de questions. On commence avec Nathalie. Bonjour, je trouve que vous avez fait un beau travail. C'est vraiment un beau guide. Concernant les diagnostics, souvent, il y a des diagnostics associés. Souvent, le TSA revient ou le TDAH. Et est-ce que, je vois, vous avez indiqué des sigles, des abréviations pour que les gens comprennent. Parce que souvent, ils mettent des hypothèses dans les rapports
les rapports d'évaluation, ils mettent des hypothèses. Fait que ça l'engage un peu les parents d'aller vérifier encore plus loin vers d'autres professionnels. Je veux dire, est-ce que vous allez, à un moment donné, faire des fiches complémentaires pour ça pourrait être... Oui, Oui, parce que souvent, ça arrive, souvent, les gens n'ont pas juste un diagnostic de DI, là. Ils ont un trouble sévère de langage, souvent. Tout à fait. C'est une très bonne suggestion. On en prend note. Ça pourrait être des outils complémentaires à nos guides qui pourraient être offerts en ligne. On en prend bonne note. C'est sûr que là, présentement, nous, on est un organisme qui a pour mission là, vraiment la déficience intellectuelle, le retard global de développement, ça allait un peu de soi. Par contre, ça pourrait être un plus pour enrichir nos guides, en effet, là, ou du moins peut-être penser à faire des liens vers mettre une liste d'organismes qui va vers d'autres diagnostics spécifiques pour aller un peu plus loin dans leur recherche. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Nathalie. Puis une autre chose que je voulais ajouter, c'est que souvent les parents reçoivent des recommandations d'évaluation d'un professionnel par le milieu scolaire. Et souvent, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai une fille qui a une déficience intellectuelle. La personne n'était pas membre d'un ordre professionnel. C'est souvent, il faudrait que les parents vérifient les personnes qui sont désignées pour faire des évaluations dans le milieu scolaire. Oui, ça a un impact sur le parcours d'une personne dans sa vie aussi, là, une évaluation. Hein? Oui, tout à fait. De mémoire comme ça, je ne me souviens pas si on a précisé quelque chose du genre dans notre guide, mais on a quand même précisé le rôle que chacun peut faire. Rendu là, c'est peut-être aussi aux parents de s'informer justement de la formation de la personne qui va évaluer son enfant avant de donner son accord, parce que je pense qu'avant de faire, le parent doit toujours donner son accord avant qu'il y ait une évaluation qui soit faite. Alors, ça fait partie un peu des responsabilités des parents de s'informer là, sur la personne qui va évaluer leur enfant. Merci. Merci. Monsieur Lauzière. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous donner du feedback, OK, sur ce que vous avez fait. Vraiment, vous avez ratissé extrêmement large et vous n'avez rien oublié. OK? Fait que ça, je tenais à vous le dire. Puis vous vous êtes basé aussi sur des données. Vous avez consulté des gens qui vous ont apporté de la connaissance. OK? Alors pour moi, cet élément-là, il est important. OK? Donc, vous l'avez fait. J'ai beaucoup aimé ce que vous dites et ça annonce pour la nouvelle génération de parents, OK, qui veulent que leur enfant là, se développe au maximum de leur autonomie. Fait que pour moi, là, ça que vous l'ayez inclus, on n'est plus dans un registre parce que les parents, là, avoir un enfant qui a une différence, c'est une croix. OK? Là, on oublie ça, on n'est plus là-dedans. On est dans la contribution positive. Et je vous dirais, le bout que j'ai aimé le plus dans votre présentation, c'est faire le deuil de l'enfant parfait. OK? Puis c'est le fun parce que vous êtes revenu en disant, non, votre enfant, il va devenir parfait. Lui, votre enfant va devenir sa propre perfection. Et moi, je le vis avec ma fille, OK, qui a 35 ans, qui est en appartement, qui travaille 40 heures par semaine. Et je suis aussi fier d'elle que l'ensemble de mes enfants, OK? Puis elle a une contribution positive. Puis ce qu'elle fait, OK? J'ai même pas, elle est parfaite. Fait que, pour moi, là, elle est comme les autres. OK? Fait que vous l'avez amené, cette chose-là. On va arrêter de dire aux parents, faites le deuil de l'enfant parfait parce que votre enfant, il va vous surprendre continuellement dans sa vie si vous lui laissez. Si vous lui laissez l'espace pour être capable de se réaliser, OK? Parce que des fois, le parent, il ne laisse pas l'espace, il contrôle, OK? Fait qu'il laisse l'espace. Ces enfants-là, chacun pour soi, OK, vont développer des petits bouts, OK, puis ils vont se développer, ils vont découvrir qui ils sont, puis en même temps, ils vont vous faire découvrir que
des fois, ils sont différents des parents, mais ils ont leur propre personnalité, leur propre façon de dire les affaires. Et il faut accepter ça parce que toutes les personnes que je vois ici dans l'écran, on est tous différents. La personne déficiente intellectuelle également, OK? Fait qu'elle est différente. Fait que je vous dirais, un très beau travail. Moi, j'ai hâte de le télécharger. 1er avril, j'ai mis ça à mon agenda tout à l'heure. Là, je télécharge. Et félicitations. C'est super beau. Merci beaucoup, M. Lausier. Carl? Moi, j'ai pensé comme lui. Puis ça va aider justement pour l'avenir parce que c'est un guide là, qui est vraiment outillé. Puis les gens qui ont fabriqué, vous tous, ceux qui ont participé à ce beau projet-là, je pense que l'avenir pour les personnes qui ont un enfant ou autre, je pense que même dans les écoles, je pense que ça va aider beaucoup dans le milieu en apprentissage où ça va les réconforter, ça va aider les parents aussi, ça va aider la personne qui a un enfant qui vit avec une déficience ou autre. Fait que ça va développer un peu beaucoup de leur vie. Fait que non, c'est vraiment bien fait. Puis je pense que moi, ça m'a donné le goût. Quand je vois ça, là, ça me donne le goût de faire des projets. Fait que moi, mon projet s'en vient, mais je lâche pas la patate. Ça, c'est comme un affaire. C'est une page qui s'en vient. Puis en ayant ce guide-là, c'est sûr que moi aussi, je vais le télécharger pour moi, mais je vais ça va m'aider à parler de ça aussi aux autres. Parce que plus qu'on va diviser le guide, plus que les gens ils vont aimer ça. Fait que, on va avoir un très bon ambassadeur. Merci, Carl. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. On est rendu à Joël. Oui, bonjour. Bon, j'ai pas ma photo à cause de... En tout cas, peu importe. Je voulais dire bravo pour ce que vous avez fait. Puis, je voulais juste vous dire, comment que je peux m'expliquer pour que ce soit clair? Je le vole. Je vous explique pourquoi. Moi, j'ai 2 enfants avec autisme, sans déficience. Cependant, tout le long que j'ai écouté, je me suis sentie tellement interpellée. Et même si, bon, je sais, les diagnostics, ça fait plus que 5 ans et blablabla, mais c'est juste que je le vois comme un genre de guide info parce qu'on s'entend qu'il y a, oui, il y a le diagnostic, mais il y a tout ce qui vient après avec, là, comme l'école, les activités. Ça fait que c'est intéressant de voir ça parce que, comme je vous dis, on n'avait même pas, c'est vraiment un beau modèle d'inclusion. On n'a même pas besoin vraiment de spécifier le pourquoi, que ce soit pour la déficience, c'est que je vous le vole. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je voudrais vous dire vraiment un grand merci parce que c'est un travail là, comme parfait. Puis, comment je voulais boucler la boucle? Je voulais revenir à ce que M. Lausière a dit. J'ai détesté cette phrase la première fois que je l'ai entendue. Faites le deuil de l'enfant parfait. Moi-même, je suis une personne avec autisme. Pour moi, c'était du mot à mot. Puis je me rappelle avoir répondu à la personne qui me l'avait dit, il n'y a pas de problème parce que je ne me considère pas parfaite. Donc, je n'aurais pas pu les faire parfaits. Que là, la madame, elle me regarde, puis moi, je la regarde, puis on se regarde, puis je pense qu'elle ne m'a pas compris, puis moi non plus, je ne l'ai pas compris. Au fur et à mesure, en continuant, ça fait que je voudrais juste souligner ce que M. Lausière a dit, ce que vous avez dit, mais qu'il l'a répété, là, j'ai trouvé que c'était très touchant. C'est ça. Merci. Merci. Continuez votre bel job. Merci. Merci pour votre témoignage. C'est vraiment intéressant aussi de voir que peu importe qui on est, on se sent interpellé par les guides, peu importe le diagnostic même. Alors, on avait une visée comme ça parce qu'à l'AISC, on est très inclusif aussi, hein, pour tout le monde. Tout le monde peut venir nous voir. Donc, merci. Merci beaucoup, Joël, de votre témoignage. On passerait à la dernière question. Catherine.
Oui, ben bonjour, Catherine du regroupement pour la trisomie 21. Alors, c'est pas une question, c'est encore plein de beaux commentaires que vous allez entendre. Prenez-les, prenez-les. Vraiment, ben d'abord, le visuel est vraiment super chouette, bien épuré, coloré. Je trouve que c'est beau, c'est positif parce qu'on s'entend que c'est un guide qui a beaucoup d'informations, donc ça peut être beaucoup à recevoir pour un parent, mais je trouve que vous avez vraiment réussi à créer quelque chose de super bien, chaleureux et vraiment bravo à ce niveau-là. J'ai hâte de le lire. C'est allé très vite. J'ai très hâte de le lire. Je pense que, ben oui, au RT21, on a un guide pour l'annonce du diagnostic pour les nouveaux parents. Mais c'est vrai que le diagnostic de déficience intellectuelle arrive plus tard dans la vie de l'enfant, souvent vers entre 5 et 7 ans. On a déjà des hypothèses et éventuellement, le diagnostic va arriver. Et là, on réaccompagne des familles qui vivent un certain choc, des familles qui se sont mobilisées, par exemple, qui ont fait beaucoup de stimulation précoce, justement, toute la mobilisation dans les services de physio, ergo, on donne tout ce qu'on a pour donner le meilleur à notre enfant, puis des fois, on a un diagnostic qu'on ne s'attendait pas et on a l'impression, justement, qu'il y a des portes qui se ferment sur nous, soit qu'on avait, par exemple, une idée en tête d'une école qu'on voulait pour accueillir l'enfant, mais non, l'école accueille des enfants avec une déficience intellectuelle légère, par exemple. Mais, mon enfant ne pourra pas aller là, pas à cause de ce diagnostic-là. Donc, il y a beaucoup, effectivement, je pense que ça va être très complémentaire à ce que nous, on peut offrir au RT21. Donc, je vous félicite, mais je vous dis aussi merci d'avoir pris ça en charge. Félicitations. Merci beaucoup, Catherine. Puis oui, évidemment, comme on disait, là, on a vraiment fait un bon inventaire de ce qui s'était fait. On a lu votre magnifique guide, celui de l'Association canadienne du syndrome de Down, Garder le cap aussi. C'était-tu dans l'Estrie? En tout cas, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, bref, on a fait un très, très bon inventaire. C'est Autisme Centre du Québec qui ont fait Garder le cap. OK, excellent guide aussi. Très gros, très volumineux, mais excellent guide. Donc, les nôtres, c'est vraiment des formats poches comme ça. Là, vous les voyez. C'est sûr qu'il y a environ, une quarantaine de pages, puis il y a 2 couleurs pour les différencier. C'est surtout pour les professionnels. On ne l'a pas mentionné tantôt, là, mais c'est vraiment, ça se glisse bien dans une sacoche. Des fois, on veut regarder l'information plus tard. Et la fiche à l'intention des professionnels, elle est comme ça. Elle est plastifiée, recto verso. Alors, comme un incontournable à garder dans son bureau, parce qu'on ne l'a pas spécifié tout à l'heure, mais les professionnels, environ, je vais juste sortir le chiffre, là. Mais 65% des professionnels étaient peu confortables ou inconfortables à faire l'annonce du diagnostic. On avait seulement un petit 30% qui était confortable. Mais il n'y a personne qui était très confortable à faire cette annonce-là. Alors, on pense que cette fiche-là va pouvoir quand même venir rappeler, là, de la relire avant d'aller faire une annonce. Ça nous aide juste à nous centrer un peu comme une espèce de liste là, de choses à penser, un rappel, un aide-mémoire. Alors, merci beaucoup à tous pour vos bons commentaires. C'est maintenant rendu la fin de notre conférence midi. Il y en a quelques-uns qui n'ont peut-être même pas pu aller à la salle de bain avant de recommencer à travailler. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et je tiens à remercier encore là, toutes les personnes qui ont contribué à ce guide-là, tous les parents, les experts de vécu, les professionnels de recherche et tout. Là. Merci beaucoup pour votre apport et encore merci là, à l'Office des personnes handicapées du Québec de son soutien pour cet outil-là. Ça va être disponible en ligne sur le site de l'AISC dès le 1er avril et surveillez notre page Facebook. Évidemment, là, on va mettre l'information partout. On a aussi une infolette. Vous pouvez vous abonner. On va aussi envoyer ça sur notre infolette et sur la page principale de notre site web www.aisq.org. Alors, ça va être là. Je vais l'écrire ici dans le chat s'il y a des gens qui veulent, que ça va être annoncé là. Merci à tous et merci beaucoup. Bonne journée.